20h de France 2. Cette fois, le conclave sur les retraites va pouvoir se réunir. La Cour des comptes a rendu son rapport ce matin, la vérité des chiffres. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Vous aviez un peu brisé le suspense hier. Alors, le déficit aujourd'hui est donc de... Attends, regardez, 6,6 milliards d'euros cette année. La Cour des comptes a donné tort à François Bayrou et à son estimation à 55 milliards qui incluait les retraites des fonctionnaires de l'État. La Cour a plutôt retenu le calcul du Conseil d'orientation des retraites. Cela dit, le déficit va se creuser. Un trou de 15 milliards en 2035 et même 30 milliards en 2045 si rien n'est fait. Alors, quels seront les régimes les plus déficitaires à terme ? Alors c'est d'abord le régime de base des salariés du privé qui dérape. 31 milliards d'euros en 2045 parce qu'il y aura de plus en plus de retraités et le nombre d'actifs qui cotisent pour eux ne suit pas. Autre déficit, celui de l'hôpital et des collectivités locales, 7 milliards d'euros. Vous me direz, tout ça dépasse déjà le déficit de 30 milliards prévu en 2045. En fait, c'est parce qu'il y a aussi des régimes dont les comptes sont dans le vert, notamment les retraites complémentaires, Agirc, Arco. Ces excédents viennent combler un peu le déficit global. Merci Jean-Paul. Alors ce n'est pas la Cour des comptes qui va trancher sur le meilleur moyen de réformer les retraites, mais elle a quand même évoqué des pistes d'économie. Il y a par exemple la coûteuse indexation des pensions sur l'inflation. Ça va coûter 6 milliards et demi cette année. Pourrait-on la supprimer ou la limiter? Gaspard de Florival et Noé Salem. Mettre à contribution les retraités pour assurer l'équilibre du système, c'est l'un des leviers présentés par la Cour des comptes aujourd'hui. L'idée, ne plus indexer les pensions au niveau de l'inflation. Sur ce boulodrome, entre deux parties, le sujet nourrit les discussions et inquiète cet ancien employé d'une compagnie d'assurance. Faire attention sur les vacances, faire attention, moi je vois j'ai des petits-enfants, des enfants, Noël, voilà, faudra faire attention. Ils sont à côté de la plaque, là, qui prennent aux gens qui sont vraiment riches et qu'ils arrêtent de taxer les pauvres gens. D'autres y sont plus favorables, mais à une condition. À partir d'un certain niveau de vie, enfin un certain niveau de retraite, mais là je suis ok, on pourrait faire cet effort. Dans le détail, selon la Cour des comptes, en 2025, sous-indexer d'un point les pensions par rapport à l'inflation rapporterait 2,9 milliards d'euros. Les sages estiment qu'une telle mesure serait peu douloureuse pour les finances publiques, car en moyenne les retraités consomment moins et épargnent plus que les actifs. Mais le sujet est sensible. L'ancien Premier ministre Michel Barnier l'avait envisagé à ses dépens. Selon le patronat, pas le choix, la piste est à creuser. Parfois, il faut désindexer l'augmentation des pensions de retraite pour justement avoir un équilibre. C'est ce que nous, on sait faire sur le régime complémentaire, où parfois on désindexe par rapport à l'inflation pour avoir un équilibre économique. Et il faut parfois le faire aussi sur le régime général. Et notre invité, bonsoir Pierre Moscovici. Vous allez vous faire des amis avec cette proposition, cette piste de ne pas indexer les pensions sur l'inflation. Ça coûte 6 milliards et demi cette année. Vous voulez pénaliser les retraités? La Cour des comptes, elle a fait un état des lieux objectif et qui d'ailleurs a été reconnu comme tel par absolument tout le monde, tous les partenaires sociaux. Et je dis, pour ce qui nous concerne, mission accomplie. Après, nous n'avons fait aucune proposition, aucune préconisation. Ce que nous avons juste dit, c'est quels étaient les leviers sur lesquels on pouvait agir à partir d'une donnée qui a été reconnue par chacun, à savoir que si aujourd'hui, en 2023, le régime était excédentaire, le système de retraite excédentaire, aujourd'hui il est déficitaire de quelques 6,6 milliards d'euros et que ce déficit ne va cesser de se dégrader dans les années à venir, nous pensons et nous établissons qu'il serait de 15 milliards en 2035, de 30 milliards en 2045, et donc il faut agir. Une chose qui est claire, c'est que le statu quo n'est pas possible. Après, aux partenaires sociaux de discuter sur quel levier d'action on peut utiliser. Ça peut être l'âge légal, ça peut être la durée de cotisation, ça peut être le montant des cotisations, et enfin, ça peut être l'indexation des retraites. Et c'est vrai que cette dernière mesure, elle a l'avantage de rapporter vite, quelques 2,9 milliards d'euros par an, et que le pilotage n'est pas idéal. Mais bon, encore une fois, nous n'avons fait aucune proposition. Chacun peut choisir. Nous avons en quelque sorte dressé la table. Il y a de la viande, du poisson, du sel, du poivre, des légumes et des fruits. C'est aux autres de faire la cuisine maintenant. Mais au fond, l'avantage, c'est qu'on a montré les leviers sur lesquels on pouvait jouer. Et moi, ce que j'ai noté, et j'en suis très satisfait, c'est pour ça que je dis mission accomplie, c'est que tout le monde s'est accordé sur notre diagnostic. Après, à chacun de jouer, aux partenaires sociaux de jouer.
Merci beaucoup, Pierre Moscovici, d'être venu sur notre plateau. Plus d'informations. Le ton est grave et les mots sont forts. Il faut accélérer notre effort de guerre. C'est ce qu'a dit hier soir le chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui cherche visiblement à préparer l'opinion au basculement que nous sommes en train de vivre. La Russie est une menace existentielle, dit-il, pour l'Europe, et il va falloir dépenser davantage pour notre défense. Explication avec Christelle Merle. Depuis l'Élysée, Emmanuel Macron prépare-t-il les esprits à un effort de guerre sans précédent? Hier soir, question-réponse avec les Français sur les réseaux sociaux pour alerter sur la menace que représente la Russie. Il faut investir davantage dans la défense, affirme le président. Aujourd'hui, les dépenses militaires en France dépassent 2% du PIB. Pas si 5% c'est le bon chiffre pour la France, mais en tout cas il va falloir monter. Et donc oui, aujourd'hui nous allons devoir réinvestir. L'engagement pour l'armée pourrait-il déjà passer de 2 à plus de 3% du PIB, comme dans les années 80 pendant la guerre froide, pour acquérir plus d'avions, de frégates et de munitions? Il faut absolument mobiliser l'opinion publique et surtout dire aux Français que si on se prépare à la guerre, c'est pour ne pas la faire. Qu'en étant faible, on risque la guerre. Qu'en étant fort, on va éviter la guerre, on va être dissuasif. Mais comment financer cet effort? Près de 30 milliards d'euros quand les finances sont dans le rouge. Emmanuel Macron appelle toute l'Europe à se réarmer et lance l'idée d'un grand emprunt européen. Le chef de l'État, qui se pose aussi en porte-voix des 27 pour parler avec Donald Trump lundi prochain à Washington. Je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine? Le chef de l'État qui se veut aussi rassurant. Il n'a pas l'intention d'envoyer des troupes combattantes en Ukraine. Mais des forces pourraient être mobilisées pour garantir la paix une fois qu'elle aura été négociée. Les nouvelles à présent de l'état de santé du pape François. À 88 ans, le souverain pontife est toujours hospitalisé ce soir pour une pneumonie. Bonsoir Raphaël Chapira, on vous retrouve en direct de Rome. Raphaël, le professeur qui dirige le service dans lequel est hospitalisé le pape a pris la parole ce soir. Il dit que le pape n'est pas hors de danger. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude ce soir au Vatican? Oui, toujours, bien sûr, avec une préoccupation majeure pour ces médecins, que cette infection qui touche ses poumons se répande vers son sang ou vers d'autres organes. Alors, le pape est sous antibiotiques, il répond au traitement, mais les médecins l'ont dit, il faudra des jours, voire des semaines pour en mesurer vraiment l'efficacité. Il nous a été répété que François était de bonne humeur, qu'il avait pu lire, qu'il avait même pu faire des blagues et qu'il respirait de façon autonome, mais pour l'instant, il reste à l'hôpital au moins encore toute la semaine prochaine, car s'il sort, eh bien, ces médecins prennent un risque qu'ils se remettent à travailler, eux qui ne cessent de lui répéter qu'il faut ralentir la cadence. Cette hospitalisation d'au moins 15 jours s'annonce donc